Avez-vous passé des décennies à bâtir une vie remplie de réussite, de relations et de sagesse pour n'en arriver à la conclusion que la société attend désormais que vous remettiez les rênes à vos enfants? Et si une autre voie s'offrait à vous pour aborder ce chapitre de votre vie, une voie qui honore à la fois votre indépendance et les relations que vous chérissez? Imaginez-vous vous réveiller chaque matin avec un but précis, en confiance, prêt à relever tous les défis qui se présenteront, sachant que vous avez mis en place des systèmes qui soutiennent votre autonomie sans alourdir ceux que vous aimez. Ce n'est pas seulement possible, c'est ce qui se passe dans des communautés à travers le pays, où des personnes âgées réécrivent les règles du vieillissement. Aujourd'hui, nous allons explorer 8 clés puissantes qui peuvent vous aider à préserver votre indépendance tout en approfondissant les connexions significatives. Vous découvrirez des stratégies pratiques que des gens réels utilisent actuellement pour créer des vies dignes, pleines de sens et d'autosuffisance, sans devenir isolés ni mettre une responsabilité excessive sur leurs enfants adultes. Nous sommes ici pour partager des leçons de vie qui valent la peine d'être retenues. Abonnez-vous dès maintenant pour ne pas manquer la prochaine. Maintenant, pour illustrer cela, laissez-moi vous raconter une histoire qui met ces principes en lumière. Le soleil se lève sur Belle-Côte, une charmante communauté de retraite en bord de mer où la lumière du matin capte les mouvements délicats d'une silhouette solitaire près du rivage. Camille Lemoine, une médecin retraitée de 69 ans, pratique le tai chi avec la grâce experte de quelqu'un qui sait que le mouvement est un remède. Sa concentration tranquille reflète la manière réfléchie dont elle aborde chaque aspect de sa vie. Alors que Camille termine son rituel matinal, elle consulte sa montre et accélère le pas vers le centre communautaire. À l'intérieur, 4 amis sont déjà réunis autour d'une table près de la fenêtre, de la vapeur montant de leurs tasses de café, tandis que des conversations animées remplissent l'air. Brigitte Fontaine, une professeure de littérature, retraitée de 72 ans, aux cheveux argentés et aux yeux vifs qui ne manquent rien, décrit son dernier atelier technologique avec l'enthousiasme qui la caractérise. À côté d'elle, Lucien Moreau, 68 ans, veuf et ancien architecte, écoute attentivement tout en esquissant quelque chose sur une serviette, probablement une nouvelle modification astucieuse de maison qu'il conçoit. De l'autre côté de la table, Sabine Delacour, 75 ans, avec encore de la terre sous ses ongles, d'avoir passé la matinée dans le jardin communautaire qu'elle organise, partage ses plans pour les prochaines récoltes avec Alain Girard. À 70 ans, l'ex-exécutif s'est réinventé en artiste, ses mains étant désormais marquées par la peinture, plutôt que l'encre des documents corporatifs qu'il signait autrefois. « Camille !» appelle Brigitte en apercevant son amie entrer. « Juste à temps, nous débattons sur le plus grand cadeau que nous puissions offrir à nos enfants. » Camille s'assoit sur la chaise libre, acceptant la tasse de thé vert que Lucien lui tend. « Et quel est le verdict ?» demande-t-elle, en enlevant son écharpe. Brigitte pose sa tasse de thé avec soin. « L'indépendance, dit-elle fermement. Le plus grand cadeau que nous puissions offrir à nos enfants, c'est notre indépendance. » Exactement, acquiesce Lucien en tapotant son esquisse. C'est pour ça que je donne l'atelier de bricolage la semaine prochaine. Je ne veux jamais appeler mon fils en panique à cause d'un robinet qui fuit, ou voir nos enfants vérifier leur téléphone constamment, inquiets que nous soyons tombés et incapables de nous relever, ajoute Sabine, échangeant un regard complice avec Camille. Alain hoche pensivement la tête. Ma fille m'a d'ailleurs remercié le mois dernier. Elle m'a dit que savoir que j'ai une vie épanouie ici lui permet de se concentrer sur sa propre famille, sans culpabilité. C'est exactement ça, dit Camille en réchauffant ses mains autour de sa tasse. Ce n'est pas qu'on a besoin de personne, c'est créer des systèmes où la connexion est un choix plutôt qu'une nécessité. Les 5 amis représentent différentes approches de cette philosophie commune, chacun apportant des compétences et des perspectives uniques à leur communauté tout en maintenant des vies qui ne dépendent pas de l'intervention constante de leurs enfants. Leur petit déjeuner hebdomadaire n'est pas seulement un moment de convivialité, c'est l'occasion d'échanger des idées, des ressources et du soutien,
renforçant un réseau qu'ils ont volontairement créé. Tandis que la lumière du matin traverse les fenêtres, illuminant leurs conversations animées, ils incarnent une vérité puissante. Ce chapitre de la vie peut être l'un des plus enrichissants. Dans les prochaines minutes, nous explorerons les 8 clés essentielles que ces amis ont découvertes, des stratégies pratiques que vous pouvez adapter à votre propre vie, quel que soit votre cadre de vie ou vos ressources. Car l'indépendance n'est pas synonyme d'isolement. Il s'agit de créer des systèmes durables qui honorent votre dignité, tout en reconnaissant le besoin humain de connexion. Commençons par explorer la première clé pour maintenir votre indépendance, tout en renforçant les liens significatifs. Cultivez un écosystème de partage de compétences. Au centre communautaire de Belle-Côte, Lucien Moreau se tient devant un groupe de 15 résidents, les manches retroussées, démontrant comment remplacer un joint dans un robinet qui fuit. Ses mains bougent avec la précision née de décennies de travail en architecture, mais son intention n'est pas tournée vers l'idée d'impressionner son public. Elle est dirigée vers le transfert de connaissances. « Je ne veux jamais appeler mon fils en panique à cause d'un robinet qui fuit », explique Lucien en serrant la pièce. « Et maintenant, aucun de nous n'a besoin de le faire. » Les participants hochent la tête, comprenant. Beaucoup ont déjà vécu ce moment de frustration lorsqu'un petit problème domestique devient le prétexte pour que leurs enfants accourent, inquiets et peut-être un peu impatients. Ce que Lucien et ses amis ont découvert, c'est que l'indépendance ne signifie ne pas tout savoir, cela signifie créer des réseaux où les connaissances circulent librement. Pensez un instant à votre propre vie. Combien de fois avez-vous hésité avant d'appeler un enfant ou un petit enfant pour vous aider dans une tâche que vous pensiez devoir savoir faire? Cette hésitation vient souvent de la peur de renforcer l'idée que l'on dépend des autres. La beauté d'un écosystème de partage de compétences réside dans le fait qu'il reconnaît que chacun de nous a quelque chose de précieux à offrir. À Belle-Côte, Camille propose des ateliers pour comprendre les interactions médicamenteuses et plaider efficacement lors des consultations médicales. Brigitte, avec son esprit vif et son style d'enseignement patient, aide les résidents à naviguer sur les smartphones et tablettes. Alain partage des conseils en matière de gestion financière qu'il a acquis lors de ses années d'exécutif. Vous vous demandez peut-être comment cette approche pourrait fonctionner dans votre propre vie. Commencez par faire l'inventaire de vos compétences. Pas seulement votre expertise professionnelle, mais aussi les connaissances pratiques que vous avez acquises au fil des décennies. Peut-être êtes-vous un expert en organisation. Savez-vous cuisiner des repas nutritifs avec un petit budget? Ou avez-vous des connaissances en entretien de véhicules? Ces compétences, apparemment ordinaires, sont une monnaie précieuse dans une économie de partage de compétences. Ensuite, identifiez les domaines où vous seriez intéressé à recevoir des connaissances. Peut-être que la technologie vous intimide, ou bien les réparations domestiques ont toujours été l'affaire de quelqu'un d'autre. Soyez honnête à propos de ces lacunes. Elles ne sont pas des échecs, mais des opportunités de connexion. La dernière étape consiste à trouver ou à créer des espaces où cet échange peut se produire naturellement. Cela pourrait être un arrangement formel par le biais de centres communautaires ou d'associations religieuses, ou tout simplement un rendez-vous café régulier avec des voisins qui partagent cette vision. La forme importe moins que le principe fondamental. Nous soutenons l'indépendance des uns et des autres en partageant ce que nous savons. Quand mon arthrose me rend difficile l'ouverture des bocaux, je n'ai pas besoin d'attendre la visite hebdomadaire de ma fille, raconte Brigitte à un nouveau venu dans leur communauté. Lucien a modifié mes ustensiles de cuisine et Sabine m'a montré des exercices qui m'aident à renforcer ma prise. L'indépendance ne consiste pas à tout faire seul. Il s'agit d'avoir des ressources au-delà de vos enfants. Cette approche incarne le principe stoïcien selon lequel nous ne pouvons pas contrôler toutes les circonstances, mais nous pouvons contrôler la manière dont nous nous préparons et réagissons face aux défis. En créant délibérément des réseaux de partage des connaissances,
vous ne résolvez pas seulement des problèmes immédiats, vous construisez une résilience qui préserve votre autonomie et, par extension, votre dignité. Passons maintenant de la connaissance partagée à la sécurité partagée, en explorant la deuxième clé, créer un collectif de réponse d'urgence. La caméra suit Sabine Delacour alors qu'elle accueille un couple qui vient de s'installer à Belle-Côte. À 75 ans, elle se déplace avec la vitalité de quelqu'un de plusieurs décennies plus jeune, ses mains gesticulant expressivement alors qu'elle explique le système innovant de binôme de la communauté. Ma fille voulait que je porte un de ces pendentifs d'alerte médicale qui l'appellerait en premier, explique Sabine en riant. Mais notre système est bien meilleur. On se vérifie les uns les autres chaque jour et on a des protocoles directement reliés au service d'urgence. Sabine les conduit vers un simple tableau près des boîtes aux lettres de la communauté. Le nom de chaque résident apparaît à côté d'un petit marqueur magnétique qui est déplacé de « Vérifier » à « Hors de la maison » ou « Aide bienvenue ». Tout au long de la journée, c'est peu technologique mais efficace, créant de la visibilité sans surveillance. On ne se surveille pas les uns les autres, ajoute Camille, rejoignant la visite. On reconnaît simplement que d'être vu est un besoin humain fondamental. Et on crée un système où les préoccupations peuvent être rapidement prises en charge par les ressources appropriées. Ce qui rend cette approche puissante, c'est qu'elle sépare la réponse d'urgence des dynamiques familiales. Lorsque les enfants adultes sont le premier point de contact pour chaque préoccupation, cela crée une pression tacite sur les deux générations. Vos enfants se sentent constamment en veille, ce qui peut compromettre leurs propres engagements familiaux et professionnels. Vous pourriez hésiter à signaler de petits soucis, ne voulant pas déranger vos enfants, parfois permettant à de petites préoccupations de devenir des problèmes majeurs. Réfléchissez à vos plans d'urgence actuels. Si vous faisiez une chute, si un symptôme inquiétant apparaissait, ou même si vous aviez simplement besoin d'aide pour une urgence non médicale, qui appelleriez-vous? Si votre réponse se concentre immédiatement sur vos enfants, demandez-vous si cet arrangement sert véritablement vos besoins à tous les deux. Créer un collectif de réponse d'urgence ne nécessite pas un cadre de communauté de retraite. Cela peut être aussi simple que d'établir des vérifications régulières avec des voisins ou des amis, d'utiliser des services locaux pour seniors qui proposent des appels de contrôle, ou d'explorer des solutions technologiques qui se connectent directement aux services appropriés plutôt qu'aux membres de la famille, en priorité. Alain Girard, observant la visite des nouveaux arrivants depuis son Porsche, leur fait signe de venir. Le premier mois après être arrivé ici, après le décès de ma femme, je gardais mon téléphone près de mon lit toute la nuit, inquiet de ce qui pourrait arriver si j'avais besoin d'aide, raconte-t-il. Maintenant, je dors mieux que je ne l'ai fait depuis des années, sachant qu'il existe un système plus large que n'importe quelle personne qui veille sur moi. Cette approche honore l'enseignement stoïcien selon lequel la paix ne vient pas du contrôle des circonstances, mais de la mise en place de protocoles solides pour naviguer à travers ce qui se présente. Votre collectif de réponse d'urgence devient une expression tangible de l'interdépendance communautaire, distincte de la relation parent-enfant, qui soutient la dignité de chacun. Passons maintenant à la troisième clé que les amis de Belle-Côte ont découverte, créer un rythme quotidien porteur de sens. La caméra suit Alain alors qu'il mène sa journée avec une présence intentionnelle. À l'aube, il installe son chevalet près du port, capturant la lumière changeante avec des coups de pinceau audacieux. En milieu de matinée, il livre des fournitures artistiques au programme jeunesse de la communauté. L'après-midi le trouve plongé dans la lecture, silencieuse, et le soir, il crée des liens sociaux lors des rassemblements communautaires. La structure n'est pas réservée qu'aux années de travail, explique Alain à un groupe de nouveaux résidents. Un rythme porteur de sens garde l'esprit vif et le cœur plein. Ce qu'Alain comprend de manière intuitive est confirmé par les neurosciences. Le cerveau vieillissant bénéficie énormément de la structure et du sens,
Sans des cadres externes comme les horaires de travail ou les responsabilités liées à l'éducation des enfants, les journées peuvent se mélanger. Cette désorientation temporelle n'affecte pas seulement l'humeur, elle impacte la fonction cognitive, la santé physique et votre sentiment de contrôle. Brigitte rejoint la session d'orientation d'Alain, apportant son point de vue. Quand je suis parti à la retraite, je pensais que la liberté signifiait spontanéité. Pas de plan, pas d'horaire. En 3 mois, j'appelais ma fille tous les jours, non pas parce que j'avais besoin de quelque chose de spécifique, mais parce que je me sentais perdu. Elle sourit tristement en repensant à ce moment. Maintenant, j'ai des points d'ancrage tout au long de la semaine. Enseigner, apprendre, créer, me connecter. Ma fille et moi, on se parle toujours, mais parce qu'on en a envie, pas parce que je cherche à combler un vide. Créer son propre rythme porteur de sens nécessite une réflexion honnête sur ce qui compte vraiment pour vous. Pensez à des activités qui sollicitent différents aspects de votre être, des activités intellectuelles qui stimulent votre esprit, des activités physiques adaptées à votre corps, des expressions créatives qui nourrissent votre âme et des connexions sociales qui reconnaissent votre besoin de communauté. La clé est la régularité sans rigidité. Lucien explique. Cela lorsqu'il rejoint la conversation. Les lundis matins, je fais du mentorat pour des étudiants en architecture en ligne. Je ne reprogramme jamais ces sessions. Elles sont sacrées. Mais les mercredis après-midi, c'est pour de la flânerie productive. Je peux dessiner des bâtiments dans le centre-ville, visiter un musée ou juste observer les gens dans le parc. La structure crée de la liberté, paradoxalement. Cet équilibre entre routine fiable et espace de liberté crée une vie où vous n'êtes ni perdu ni surchargé. Vos enfants adultes vous voient épanouis dans une vie que vous avez créée, et non en attendant leur visite ou leur appel pour donner un sens à vos journées. Le plus puissant dans la création de ce rythme, ajoute Camille, c'est que c'est un cercle vertueux. Chaque journée significative crée un élan pour la suivante. Vous ne luttez pas contre l'entropie ou l'ennui, vous avancez avec un but. Cette approche incarne le principe stoïcien de trouver la paix par la simplicité et l'intention. En créant des rythmes alignés avec vos valeurs, vous ne faites pas simplement passer le temps. Vous créez une vie où le sens ne dépend ni de la validation extérieure, ni d'un but centré sur la famille. Votre indépendance devient non seulement une réalité pratique, mais aussi une position philosophique. Vous êtes l'auteur de vos journées. Appuyez sur le bouton d'abonnement si vous appréciez ce type de conseils. Cela nous aide à créer davantage de contenu utile. Passons à notre 4e clé. Établir un sanctuaire financier. La salle de classe du centre communautaire est pleine à craquer tandis que Sabine Delacour étale ses documents sur la table de devant. Des dossiers codés par couleur, une tablette affichant des logiciels financiers et des ressources imprimées de conseillers financiers spécialisés dans la planification de la retraite. L'indépendance financière, ce n'est pas seulement avoir de l'argent, explique-t-elle en organisant sa présentation. C'est savoir le gérer avec confiance. Elle lève les yeux vers les participants, son expression sérieuse. Ah, chaque fois que vous devez demander de l'aide pour déchiffrer une facture ou comprendre une décision financière, vous cédez un peu de votre autonomie. Sabine parle d'expérience. Après la mort inattendue de son mari, elle a découvert qu'il gérait toutes leurs finances. « Mes enfants avaient de bonnes intentions », raconte-t-elle au groupe. Mais leur aide venait avec des suggestions subtiles sur la manière dont je devrais dépenser leur héritage. C'est là que j'ai réalisé que la connaissance financière n'était pas optionnelle. Elle était essentielle à ma dignité. Le sanctuaire financier, tel que Sabine le définit, repose sur 4 éléments. Clarté, contrôle, planification des imprévus et confiance. Elle guide les participants à travers chaque élément de manière méthodique, en commençant par la clarté. Il vous faut une transparence absolue sur ce que vous avez, ce que vous devez, ce qui entre et ce qui sort, explique-t-elle, montrant son système de suivi simplifié. La complexité est l'ennemi de l'indépendance.
Si vous ne pouvez pas expliquer clairement votre situation financière, vous ne pouvez pas la gérer efficacement. Pour ceux dans la salle qui trouvent la technologie difficile, Sabine propose des systèmes papier en complément des options numériques. La méthode importe moins que l'habitude, souligne-t-elle. Une révision quotidienne ou hebdomadaire permet de minimiser les surprises. Le deuxième élément, le contrôle, se concentre sur l'automatisation et la simplification. Sabine montre comment les paiements de factures automatisées, les alertes de dépenses et les révisions financières régulières créent un système où rien ne passe à travers les mailles du filet. Quand ma fille vient, nous parlons de ses enfants et de son travail, pas de savoir si j'ai bien payé ma prime d'assurance, dit-elle avec satisfaction. Lucien lève la main, ajoutant son point de vue. Après le décès de ma femme, j'ai consolidé mes comptes et mis à jour tous mes mots de passe dans un système sécurisé auquel mon fils et moi pouvons accéder, mais qu'il n'a pas besoin d'utiliser tant que je suis capable. Il s'agit de créer de la transparence sans nécessité d'intervention. La planification des imprévus forme le troisième élément du sanctuaire financier. Camille rejoint la présentation et apporte son expertise médicale à cette partie. Nous devons tous nous préparer à 3 scénarios, explique-t-elle. L'incapacité à court terme, les besoins de soins à long terme et les décisions de fin de vie. Avoir des ressources dédiées et des directives claires pour chaque scénario n'est pas morbide, c'est libérateur. La salle devient silencieuse, tandis que les participants réfléchissent à ces réalités. Brigitte brise le silence avec sa franchise habituelle. Mes enfants savent exactement quelles assurances j'ai, ce qu'elles couvrent et comment accéder aux prestations si besoin. Ils connaissent mes souhaits pour différents scénarios et ont l'autorité légale pour les mettre en œuvre. Il ne s'agit pas de céder le contrôle, il s'agit d'étendre mon autonomie au-delà de ma capacité. Le dernier élément, la confiance, permet de boucler l'atelier. Sabine souligne l'importance d'avoir un conseiller financier spécialisé dans les besoins des retraités qui comprend vos valeurs et respecte votre autorité décisionnelle. Votre conseiller financier ne doit jamais parler de vous à vos enfants, à moins que vous ne lui ayez explicitement demandé, ajoute Alain depuis son siège près de la fenêtre. J'ai interviewé 3 conseillers avant de trouver celui qui me traitait comme le client principal, et non comme un actif en déclin à gérer. À la fin de l'atelier, Sabine distribue une simple liste de contrôles pour créer un sanctuaire financier. Commencez là où vous êtes, encourage-t-elle le groupe. Complétez un élément par semaine. En quelques mois, vous aurez transformé votre relation avec l'argent et par extension avec vos enfants adultes. Cette approche honore le principe stoïcien selon lequel la véritable richesse ne réside pas dans l'abondance, mais dans l'autosuffisance. En créant des systèmes qui gèrent à la fois les transactions quotidiennes et les circonstances extraordinaires, vous ne faites pas seulement de l'ordre dans vos finances, vous reprenez le contrôle. Vos enfants feront toujours partie de votre vie, mais ils n'ont pas besoin d'être vos comptables, conseillers financiers ou fonds d'urgence. Le plus grand cadeau que ma mère m'ait donné, partage Sabine alors que les participants rassemblent leurs matériaux, n'était pas un héritage. C'était de ne jamais avoir à m'inquiéter de ses finances. Elle vivait modestement mais sagement, et je veux transmettre ce même cadeau à mes enfants. Alors que Camille aide à collecter les matériaux de l'atelier, elle ajoute une dernière réflexion qui fait le lien avec notre prochaine clé. Le sanctuaire financier crée la base. Maintenant, explorons comment nous construisons les relations, qui rendent la vie riche au-delà de toute mesure monétaire. Passons à notre 5e clé pour maintenir l'indépendance tout en créant des connexions significatives. Nourrir un réseau de familles choisies. Le centre communautaire de Belle-Côte est transformé pour une célébration. Des tables décorées de fleurs fraîches du jardin de Sabine créent une atmosphère d'élégance décontractée. Brigitte se déplace entre les tables, arrangeant les cartes de place avec flair artistique, consultant occasionnellement son plan de table écrit à la main. Les liens du sang sont précieux, dit Brigitte en déposant un dernier arrangement de fleurs sauvages du littoral au centre de la table.
Mais la famille que nous choisissons peut être tout aussi nourrissante. Ce que Brigitte et ses amis ont découvert est quelque chose que les chercheurs en sciences sociales documentent depuis des décennies. L'impact profond de la famille choisie sur le bien-être, notamment dans les années avancées. Alors que la famille biologique offre un certain type de connexion, la famille choisie, des amis devenus aussi proches que des proches, offre quelque chose d'unique et de précieux. Quand ma femme est décédée, explique Lucien à un voisin récemment veuf, mon fils et ma fille ont été formidables. Ils ont appelé, rendu visite, se sont assurés que je mangeais, mais ils ne pouvaient pas être avec moi dans les moments ordinaires. Ils ne pouvaient pas simplement s'asseoir en silence pendant que je traitais mon chagrin ou me rappeler qui j'étais au-delà de mon rôle de mari. C'est ce que ses amis ont fait. Camille rejoint la conversation, apportant son point de vue. Dans les cultures traditionnelles, les aînés restent entourés de leur famille élargie tout au long de leur vie. La plupart d'entre nous n'ont plus cette option. Nos enfants déménagent pour le travail. Les petits-enfants grandissent. Dans d'autres régions, nous devons créer délibérément le village qui autrefois se formait naturellement. La salle devient pensive alors que chacun réfléchit à cette réalité. Alain brise le silence avec son pragmatisme habituel. La clé, c'est la réciprocité. Les relations familiales tombent souvent dans des schémas établis. Le parent soutient l'enfant ou l'enfant soutient le parent, mais l'amitié permet un échange fluide. Parfois, vous êtes celui qui aide, parfois celui qui est aidé. Cet équilibre crée des relations où la dépendance ne définit pas l'interaction. Lorsque Brigitte a eu une pneumonie l'hiver dernier, ses amis ont organisé une rotation de soutien. Repas livrés, médicaments récupérés, vérification. Le soir, 2 mois plus tard, quand Sabine a eu besoin d'une opération de la cataracte, Brigitte a coordonné un soutien similaire pour elle. « Ma fille voulait prendre l'avion quand je suis tombée malade », raconte Brigitte au groupe alors qu'il finalise les arrangements de table. « J'ai apprécié sa préoccupation, mais je lui ai dit que ce n'était pas nécessaire. Elle a été surprise au début, un peu blessée, mais quand elle a compris que j'avais un soutien réel, elle a été soulagée. Notre prochaine visite pourrait être une occasion de se connecter, pas de prendre soin de moi. » Créer son propre réseau de famille choisi commence par une évaluation honnête. Considérez vos relations actuelles. Qui vous donne de l'énergie? Qui partage vos valeurs? Qui fait preuve de fiabilité dans les moments ordinaires comme dans les moments difficiles? Ces questions aident à identifier les membres potentiels de votre famille choisie. Ensuite, cultivez ces relations de manière intentionnelle. La connexion régulière est importante, que ce soit à travers des repas partagés, des intérêts communs ou simplement en étant présent dans la vie de l'autre. La vulnérabilité est aussi essentielle. S'autoriser à avoir besoin des autres crée de l'espace pour une réciprocité véritable. L'appel hebdomadaire que j'ai avec mon fils est important, explique Sabine à une nouvelle venue. Mais savoir que j'ai des amis qui comprennent ma vie quotidienne, qui remarquent si je semble fatigué ou qui célèbrent quand je maîtrise une nouvelle compétence, c'est cela qui me fait sentir vraiment vu. Cette approche honore la reconnaissance stoïcienne que les humains sont des êtres sociaux, faits pour la connexion. En nourrissant délibérément des relations qui apportent à la fois un soutien pratique et une alimentation émotionnelle, vous ne remplacez pas les liens familiaux, mais vous élargissez votre cercle de connexion significative, créant un réseau où indépendance et interdépendance coexistent harmonieusement. Alors que la réunion communautaire commence, les 5 amis prennent place à différentes tables, chacun se connectant avec des cercles plus larges, renforçant le tissu de leur réseau de familles choisies. Leurs familles biologiques auront toujours une signification particulière, mais ils ont découvert la vérité profonde, que l'amour et les soins peuvent circuler à travers de nombreux canaux, enrichissant la vie de manière incommensurable. Passons maintenant à notre 6e clé. Concevoir un espace de vie évolutif. La caméra suit Lucien Moreau, alors qu'il fait visiter sa maison à des membres de la communauté intéressée. À 68 ans,
l'ancien architecte se déplace dans les espaces avec une attention professionnelle aux détails, soulignant les éléments qui se fondent harmonieusement dans des intérieurs attrayants. L'indépendance n'est pas une question de refuser de l'aide, explique Lucien en montrant les modifications subtiles apportées aux maisons. Il s'agit de créer des environnements qui favorisent l'autosuffisance. Dans la cuisine d'un cottage récemment rénové, il montre les hauteurs de plans de travail ajustés pour une préparation des repas plus confortable, des armoires modifiées avec des étagères escamotables et un éclairage conçu pour éliminer les ombres. Rien dans tout cela ne crie caractéristique d'adaptation. Chaque élément contribue à la fois à la fonctionnalité et à l'esthétique de l'espace. La plupart des maisons sont conçues pour des personnes à l'apogée de leur capacité physique, explique Lucien au groupe de visite. Mais nos corps changent. Pourquoi nos maisons ne devraient-elles pas évoluer avec nous? Cette perspective représente un changement fondamental, passant de la pensée réactive à une approche proactive. Plutôt que d'attendre qu'une crise rende nécessaire des modifications dramatiques à la maison, souvent mises en place à la hâte et avec une esthétique institutionnelle, Lucien plaide pour une adaptation réfléchie au fil du temps. Dans la salle de bain, il montre comment ce qui semble être une bordure décorative de carreaux sert en fait de support de préhension, et comment un banc dans la douche remplit à la fois des fonctions pratiques et visuelles, et comment l'éclairage est positionné pour éviter la désorientation la nuit. Mon fils s'inquiétait pour moi quand j'ai commencé à vivre seul après la mort de ma femme, raconte Lucien au groupe. Il a recherché ces systèmes d'alerte d'urgence et m'a envoyé des liens vers des communautés de logements assistés. Ce qui a changé son opinion, c'est de voir comment j'avais modifié cet espace. Maintenant, il comprend que l'indépendance n'est pas seulement un état d'esprit, c'est quelque chose que l'on peut concevoir. Créer un espace de vie évolutif commence par une évaluation honnête de vos besoins actuels et futurs. Pensez aux aspects de votre maison qui vous posent déjà problème, des marches qui semblent plus raides qu'autrefois, un éclairage qui ne paraît plus suffisant, un rangement qui nécessite de se pencher ou de tendre la main de manière inconfortable. Ces points de douleur offrent des indices sur où l'adaptation pourrait commencer. Ensuite, explorez les options qui répondent à ces besoins sans tomber dans l'esthétique institutionnelle. Le marché du design universel, des caractéristiques qui fonctionnent pour les personnes de toute capacité, a considérablement évolué. Des outils de cuisine avec des poignées ergonomiques à la technologie de maison intelligente, qui élimine le besoin de manipulation physique, des solutions existent pour soutenir l'indépendance tout en préservant la beauté. La barre d'appui que ma fille a installée dans ma salle de bain ressemblait à celle d'un hôpital, commente un participant à la visite. Je ne l'ai jamais utilisée car elle me faisait me sentir vieux à chaque fois que je la voyais. Lucien hoche la tête en signe de compréhension. C'est pourquoi je conçois des modifications qui servent plusieurs objectifs et complètent l'esthétique de la maison. Le soutien dont vous avez besoin doit se fondre naturellement dans votre environnement et non être un rappel criant de la limitation. Cette approche de l'adaptation de la maison incarne le principe stoïcien d'accepter ce que nous ne pouvons pas changer tout en nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler. Vous ne pouvez pas empêcher tous les défis physiques liés au vieillissement, mais vous pouvez créer des espaces qui minimisent leur impact sur votre indépendance. À la fin de la visite, dans un salon baigné de lumière, où les meubles sont disposés pour favoriser à la fois la conversation et une circulation facile, Lucien partage une dernière réflexion. La maison qui vous a servi à 50 ans devra peut-être évoluer au fil de vos 70-80 ans. Et au-delà, il ne s'agit pas de céder à l'âge. Il s'agit de créer des environnements qui continuent de soutenir votre meilleure vie, quelle qu'elle soit pour vous. Les participants à la visite restent, posent des questions et prennent des notes. Beaucoup mentionnent leurs enfants adultes qui s'inquiètent de leur sécurité et de leur indépendance. Les démonstrations de Lucien leur ont donné des solutions
concrètes, qui répondent à ces préoccupations sans compromettre leur dignité ou leurs préférences esthétiques. Ma fille peut arrêter de s'inquiéter pour moi et mes chutes, dit une femme avec satisfaction. Et moi, je peux arrêter de m'inquiéter qu'elle s'inquiète. Rien que ça rend ces adaptations utiles. Cette clé nous rappelle que l'indépendance dépend souvent d'une préparation réfléchie. Créer des espaces qui éliminent les raisons pour lesquelles les enfants pourraient estimer que leurs parents ont besoin d'aide ou d'intervention. Votre maison devient non seulement l'endroit où vous vivez, mais aussi une expression tangible de votre engagement envers une indépendance durable. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne si ce type de contenu vous plaît. Passons à notre 7e clé, adopter la souveraineté de la santé. Le Centre de bien-être communautaire de Belle-Côte organise des ateliers hebdomadaires animés par Camille Lemoine. Aujourd'hui, la médecin retraitée se tient devant un groupe de participants attentifs, sa posture professionnelle adoucie par une véritable préoccupation pour ses pairs. Votre parcours de santé vous appartient, insiste-t-elle, en montrant comment organiser un dossier médical personnel. Être un participant informé dans votre prise en charge plutôt qu'un récepteur passif est peut-être la manière la plus puissante de maintenir votre indépendance à mesure que vous vieillissez. Camille distribue des classeurs avec des sections à onglets, expliquant son système pour suivre les médicaments, symptômes, questions et informations sur les prestataires de soins. Ce n'est pas simplement de la gestion des dossiers, explique-t-elle. Il s'agit de prendre en main votre propre récit de santé. Ce que Camille comprend à la fois par son expérience professionnelle et sa pratique personnelle, c'est que les décisions de santé sont l'un des premiers domaines où les enfants adultes commencent souvent à assumer le contrôle. Parfois subtilement, parfois ouvertement. Ce changement se fait généralement avec de bonnes intentions, mais il peut nuire à la dignité et à la qualité des soins. Mon fils a commencé à assister à mes rendez-vous après que j'ai reçu un diagnostic difficile, partage un participant. Il veut bien faire, mais il me coupe parfois la parole ou prend des décisions sans me consulter complètement. J'ai l'impression de disparaître de mon propre parcours de soins. D'autres acquiescent en reconnaissant cette dynamique commune. Camille prend note de la préoccupation avec compassion avant de proposer des stratégies pratiques. La clé, c'est la préparation, explique-t-elle. Lorsque vous entrez dans un cadre médical avec une documentation claire, des questions spécifiques et une autodéfense assurée, vous vous établissez comme le principal décideur de vos soins. L'atelier passe en revue plusieurs éléments. Une pratique de la souveraineté en matière de santé. D'abord, Camille montre comment maintenir des dossiers complets sur les médicaments, y compris non seulement les prescriptions, mais aussi les médicaments en vente libre, les compléments et les traitements occasionnels. Les interactions médicamenteuses ne font pas la distinction entre médicaments sur ordonnance et produits sans ordonnance, rappelle-t-elle au groupe. Votre tableau complet est essentiel pour des soins sûrs. Ensuite, elle guide les participants dans la création de journaux de symptômes qui traduisent des expériences subjectives en informations objectives que les prestataires de soins peuvent utiliser. Dire « je suis fatigué » est différent de documenter « mon énergie chute significativement vers 14 heures chaque jour, s'améliore légèrement après un repos et impacte ma capacité à accomplir des tâches quotidiennes », explique Camille. Des informations spécifiques mènent à de meilleurs soins. L'élément le plus transformateur de la souveraineté en matière de santé, cependant, concerne la préparation efficace des rendez-vous médicaux. Camille distribue un simple modèle, avec 3 sections. Observation depuis la dernière visite, questions spécifiques pour cette visite et résultats souhaités de l'interaction. Cette approche change complètement la dynamique, ajoute Brigitte, partageant son expérience avec le système de Camille. Mon médecin ne parle plus autour de moi à la personne qui m'accompagne lors du rendez-vous. Au contraire, il s'adresse directement à moi, sachant que je suis venu préparer pour une discussion significative. Alain lève la main
apportant un complément technologique au système papier de Camille. J'utilise une application de santé sécurisée qui me permet de partager des informations spécifiques avec mes prestataires de soins et mes membres de la famille. Mais je contrôle qui voit quoi. Mon spécialiste peut accéder à mon dossier cardiaque complet, tandis que ma fille ne voit que les informations que j'ai choisi de lui partager. Cette transparence sélective représente un autre aspect de la souveraineté en matière de santé. Déterminer qui a besoin de quelles informations, plutôt que de céder à la divulgation complète aux membres de la famille. Les enfants adultes demandent souvent l'accès aux détails de santé par souci, mais cela peut involontairement déplacer l'autorité décisionnelle là où elle ne devrait pas être. Ma fille a de bonnes intentions, commente Lucien, mais connaître tous les détails de ma santé a créé de l'anxiété chez elle, ce qui a en réalité fait que nos interactions tournaient davantage autour de mon état médical que de notre relation. Maintenant, je partage des mises à jour significatives sans l'encombrer de détails inutiles qu'elle n'a pas besoin de connaître. Créer votre propre approche de la souveraineté de la santé commence par l'organisation. Rassemblez votre historique médical complet, vos médicaments actuels, les informations de vos prestataires de soins et les détails de votre assurance dans des formats accessibles. Que vous préfériez des systèmes papier ou numériques, avoir ces informations à portée de main vous apporte immédiatement de la confiance. Ensuite, développez des relations avec des prestataires de soins de santé qui respectent votre autonomie. Il est tout à fait acceptable de rencontrer des médecins potentiels, conseille Camille. Demandez-leur comment ils perçoivent la relation entre le patient et le prestataire de soins. Comment ils intègrent la famille lorsque c'est approprié et comment ils s'assurent que votre voix reste centrale dans les décisions. Enfin, communiquez des limites claires avec les membres de votre famille concernant vos soins de santé. Exprimez votre reconnaissance pour leur inquiétude tout en établissant vos attentes en matière de confidentialité, de présence aux rendez-vous et de processus de décision. La souveraineté de la santé ne signifie pas exclure la famille de vos soins, souligne Camille à la fin de l'atelier. Cela signifie s'assurer que leur implication soutient plutôt qu'elle ne remplace votre autonomie. Le plus beau cadeau que vous puissiez offrir à vos enfants, c'est la liberté de ne pas avoir à prendre des décisions médicales qu'ils ne sont pas capables de prendre et qu'ils ne devraient pas avoir à prendre tant que vous êtes capable. Cette approche honore l'enseignement stoïcien selon lequel nous devons concentrer notre énergie sur ce que nous pouvons contrôler. Bien que vous ne puissiez pas prévenir tous les défis liés à la santé, vous pouvez déterminer comment les affronter en créant des systèmes qui maintiennent votre autorité décisionnelle et votre dignité tout au long de votre parcours de santé. Passons maintenant à notre 8e et dernière clé. Développer la maîtrise du numérique. Le centre technologique de Belle-Côte vibre d'activité, tandis que Brigitte Fontaine guide une classe à travers les bases des appels vidéo. À 72. Endant, la professeure de littérature retraitée, apporte à l'instruction technologique la même patience et clarté qui caractérisaient autrefois son enseignement de Shakespeare et d'Austen. Chaque fois que vous apprenez à faire quelque chose en ligne par vous-même, dit-elle, en aidant une voisine à se connecter avec un petit enfant à l'autre bout du pays, vous protégez votre indépendance. Ce que Brigitte comprend intuitivement est quelque chose que les chercheurs sociaux ont largement documenté. Le fossé numérique sépare de plus en plus ceux qui maintiennent leur indépendance de ceux qui deviennent dépendants des autres. Pour des fonctions essentielles, quand ma banque a arrêté les relevés papier, mon premier réflexe a été de demander à ma fille de gérer mes comptes en ligne, avoue un participant à la classe. Cela semblait plus facile que d'apprendre le système moi-même, mais cela aurait donné à ma fille une visibilité sur chaque achat, chaque décision financière. J'ai réalisé que je n'étais pas prêt à renoncer à cette confidentialité. Brigitte hoche la tête en signe de compréhension. Les outils numériques ne sont ni bons ni mauvais en soi. Ils sont simplement l'infrastructure de la vie moderne. Notre choix n'est pas de les utiliser ou non, mais de savoir si nous allons
les contrôler ou si ce seront eux qui nous contrôleront. La classe se concentre sur la maîtrise pratique des compétences numériques essentielles, ce que Brigitte appelle l'outil d'indépendance. Cela inclut la gestion sécurisée des comptes en ligne, la réalisation d'appels vidéo avec la famille et les prestataires de soins de santé, l'utilisation des services de livraison pour les courses et les médicaments, l'accès aux contenus de divertissement et éducatifs, et la reconnaissance des arnaques ou des risques de sécurité. Je ne dis pas que vous devez devenir un expert en technologie, rassure Brigitte à un participant qui semble dépassé. Mais la maîtrise fonctionnelle de ces domaines élimine bien des raisons pour lesquelles vos enfants pourraient sentir qu'ils doivent intervenir et gérer des aspects de votre vie. Alain rejoint la classe pour démontrer des fonctionnalités de maison intelligentes qui soutiennent l'indépendance. Ma fille s'inquiétait que j'oublie d'éteindre les appareils, explique-t-il en montrant l'application simple sur sa tablette. Maintenant, je peux vérifier et contrôler les fonctions essentielles à distance, ce qui nous apporte à tous les deux la tranquillité d'esprit sans qu'elle ait besoin de vérifier constamment. Camille partage son point de vue sur les applications de télémédecine. Quand mon arthrose se manifeste, aller au rendez-vous devient un défi. Être à l'aise avec les consultations vidéo me permet de maintenir des soins constants sans dépendre des autres pour le transport. Mes enfants apprécient de savoir que je reçois l'attention médicale appropriée sans que leur intervention soit nécessaire. Développer votre propre maîtrise du numérique commence par une évaluation honnête de vos capacités actuelles et des fonctions spécifiques les plus pertinentes pour votre indépendance, plutôt que d'essayer de maîtriser toutes les technologies disponibles. Concentrez-vous sur celles qui soutiennent directement votre autonomie, dans les domaines qui comptent pour vous. Ensuite, trouvez des ressources d'apprentissage adaptées à vos préférences. Si les cours communautaires, comme ceux de Brigitte, offrent un soutien social en plus de l'enseignement, les tutoriels en ligne, les programmes de bibliothèque ou le mentorat individuel peuvent mieux correspondre à votre style d'apprentissage. La méthode importe moins que des progrès réguliers et incrémentiels. Je consacre 30 minutes chaque matin à pratiquer une compétence numérique. Partage Lucien avec le groupe. Je ne cherche pas l'expertise, juste une compétence confortable qui élimine la dépendance inutile. Cette approche honore le principe stoïcien selon lequel l'apprentissage est un processus qui dure toute une vie. En développant votre maîtrise du numérique à votre propre rythme, vous n'acquérez pas seulement des compétences techniques, vous préservez votre capacité d'agir dans un monde où de plus en plus de fonctions essentielles se déroulent en ligne. À la fin du cours, Brigitte offre une dernière réflexion. La technologie change constamment, ce qui peut être accablant. Mais les compétences sous-jacentes, la curiosité, la résilience, la volonté d'expérimenter restent constantes. Cultivez ces qualités et les applications spécifiques deviendront moins intimidantes. Les participants pratiquent un dernier appel vidéo, leur visage reflétant une confiance grandissante. Ce qui a commencé comme un défi technique est devenu une expression tangible de leur engagement à l'indépendance. Un autre outil dans leur approche globale de la vie avec dignité et autonomie. Mes petits-enfants sont impressionnés quand je me joins aux appels vidéo familiaux sans aide, commente Sabine, alors qu'elle navigue avec succès dans l'application. Cela change la façon dont ils me voient, non pas comme quelqu'un qui a besoin d'aide, mais comme quelqu'un qui continue à s'adapter et à évoluer. Cette perception compte plus qu'ils ne le réalisent. Cette observation capture une vérité profonde sur les 8 clés que nous avons explorées. Les stratégies qui préservent votre indépendance transforment également la manière dont les autres vous perçoivent et interagissent avec vous. Lorsque vos enfants vous voient mettre en place des systèmes réfléchis qui soutiennent votre autonomie, leur relation avec vous peut se concentrer sur la connexion plutôt que sur le soin, enrichissant vos vies mutuellement de manière incommensurable. La tombée de la nuit sur Belle-Côte, les résidents se rassemblent dans l'amphithéâtre communautaire pour leur série de concerts mensuels. La lumière douce crée une ambiance intime,
tandis que les gens trouvent leur siège, saluant leurs voisins avec la familiarité aisée de vie partagée. Brigitte, Camille, Sabine et Alain prennent leurs places habituelles au troisième rang, laissant une chaise vide à côté d'eux. Leur conversation animée s'interrompt lorsque le directeur du programme monte sur scène pour présenter les artistes de ce soir. Notre dernier numéro de ce soir est quelqu'un que beaucoup d'entre vous connaissent grâce à ses ateliers d'architecture, annonce-t-elle avec un sourire chaleureux. Ce soir, Lucien Moreau partagera une composition originale sur son parcours vers une vie indépendante. Les quatre amis échangent des regards surpris lorsque Lucien monte sur scène, guitare en main. Lorsqu'il est arrivé à Belle-Côte après la perte de sa femme, il participait rarement aux événements communautaires, préférant la solitude du deuil. Son émergence progressive dans la vie communautaire a été une victoire discrète qu'ils ont tous célébrée. Lucien ajuste le micro, semblant hésitant un instant avant que son regard ne trouve celui de ses amis. Puis, puisant dans leur hochement de tête encourageant, il commence à jouer, sa voix devenant plus assurée à chaque couplet. La chanson parle de la perte et du renouveau, de l'abandon de ce qui ne peut être gardé tout en revendiquant ce qui reste possible. Le dernier couplet célèbre la découverte que l'indépendance ne signifie pas être seul. Cela signifie créer des systèmes durables de soutien mutuel. Alors que les applaudissements résonnent dans l'amphithéâtre, la caméra s'éloigne, révélant la communauté diversifiée qui est devenue une famille choisie pour ses 5 amis. Leurs chemins différents les ont menés à cet espace commun où l'indépendance et l'interdépendance existent dans un équilibre magnifique. La question n'est pas de savoir si vous aurez besoin des autres. Nous en avons tous besoin. La vraie question est: allez-vous créer une vie où la connexion est un choix plutôt qu'une nécessité? La réponse, comme ces histoires le montrent, peut être un magnifique et puissant oui. Les principes que nous avons explorés, partage de compétences, planification d'urgence, rythme porteur de sens, souveraineté financière, réseau, de famille choisie, environnement adaptatif, plaidoyer pour la santé et maîtrise du numérique forment une approche globale du vieillissement avec dignité et autonomie. Chaque stratégie renforce les autres, créant une résilience qui préserve votre indépendance tout en honorant votre besoin de connexion significative. Réfléchissez un instant à votre propre vie. Lequel de ces domaines vous semble le plus vulnérable en ce moment? Où ressentez-vous des changements subtils vers la dépendance qui ne servent pas votre bien-être le plus élevé ou les relations que vous chérissez? Ces points sensibles ne sont pas des échecs. Ce sont des invitations à créer des systèmes qui soutiennent mieux votre vision pour ce chapitre de votre vie. Peut-être avez-vous remarqué que vos enfants adultes prennent progressivement plus de contrôle sur vos décisions financières, ou que les rendez-vous médicaux sont devenus des occasions où votre voix semble de plus en plus marginalisée. Vous pourriez constater que votre environnement de vie crée des défis inutiles ou que votre cercle social s'est rétréci, au point où la famille porte trop de vos besoins émotionnels et pratiques. Comment allez-vous commencer à aborder ces vulnérabilités? Quelles clés résonnent le plus profondément avec votre situation actuelle? Pensez à commencer par là, avec un pas concret qui vous mène vers une plus grande souveraineté dans ce domaine. Rappelez-vous que ce voyage n'est pas une question d'isolement ou de refus d'aide. Il s'agit de créer des systèmes durables qui honorent votre dignité, tout en reconnaissant le besoin humain de connexion. Vos enfants feront toujours partie de votre vie, mais ils n'ont pas besoin d'être votre soutien de vie. Ce nouveau chapitre peut être celui où vous vous sentez le plus autonome. Les philosophes stoïciens enseignaient que nous trouvons la paix non pas en contrôlant toutes les circumstances, mais en nous concentrant sur ce qui est réellement en notre pouvoir. Vous ne pouvez pas contrôler les réalités physiques du vieillissement, ni les émotions complexes qui surgissent dans les relations familiales. Mais vous pouvez contrôler la manière dont vous vous préparez aux défis, comment vous structurez votre environnement et comment vous cultivez des réseaux de soutien mutuel.
Alors que la chanson de Lucien se termine et que ses amis l'entourent de félicitations, leur joie reflète une vérité profonde. L'indépendance n'est pas l'opposé de la connexion, c'est ce qui rend la véritable connexion possible. Lorsque les relations existent par choix plutôt que par nécessité, elles prospèrent, de manière à nourrir toutes les personnes impliquées. À quoi ressemblera votre prochain chapitre? Comment appliquerez-vous ces principes pour créer une vie de dignité, de sens et d'indépendance durable? Le moment de commencer est maintenant. Un pas réfléchi aujourd'hui crée de l'élan pour le voyage à venir. Votre indépendance n'est pas seulement un cadeau pour vous-même. C'est peut-être le plus grand cadeau que vous puissiez offrir à ceux que vous aimez. Si vous avez trouvé quelque chose de significatif dans tout cela, un like nous fera savoir que cela a résonné avec vous. Laissez aussi un commentaire ci-dessous avec votre expérience sur ce sujet. Votre histoire pourrait aider quelqu'un d'autre qui traverse la même situation. Merci d'avoir regardé.